Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir nous amène bien aux frontières du monde non coté et du monde coté, avec un focus spécifique sur ce qu'on appelle les stratégies crossover. On en parle avec Alice Albizati, associée cofondatrice de Revalia. Bonsoir Alice. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Je dis effectivement ces stratégies crossover, pour simplifier, c'est ce qui nous amène à la frontière entre le monde du non coté, que vous connaissez très bien, et le monde du côté que vous connaissez aussi chez Revalia. De quoi on parle quand on parle de stratégie crossover? Que représentent ces stratégies aujourd'hui? À quoi ça sert? Vous avez beaucoup travaillé justement sur ce sujet. Dans l'analyse que vous faites des marchés, vous vous êtes penché spécifiquement sur ce monde du crossover, Alice. Qu'est-ce qu'il en ressort? Oui, alors, tout d'abord, il faut définir l'investissement crossover. Donc, l'investissement crossover, c'est la capacité à accompagner des sociétés du non-coté vers les marchés cotés. Donc, ces introductions en bourse et ce passage de typologies différentes d'investissement. Nous, on a essayé de le définir et de le quantifier. D'abord, en publiant un premier rapport au pic de ce marché crossover qui correspondait à peu près au moment du pic du marché de l'investissement dans la tech en Europe, donc notamment 2021-2022, ces années Covid qui ont très fortement tiré les investissements vers les sociétés technologiques en Europe. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait une petite partie des investisseurs, qu'on appelle ces investisseurs crossover. Nous, dans notre rapport, on en a suivi 65, qui sont principalement des fonds internationaux de différentes typologies. Donc, ça peut être des hedge funds, ça peut être des fonds corporate comme SoftBank, ça peut être des fonds publics comme par exemple BPI France, en France, qui est très actif sur ce marché-là, qui ont accompagné un certain nombre de sociétés avec du capital flexible pouvant être no coté et coté. Et ces entreprises, elles jouent un rôle très important dans l'écosystème parce qu'elles peuvent investir des tickets de taille significative et elles ont permis de tirer la croissance de ce marché à un moment de taux bas et à un moment où il y avait un afflux de capital. On avait fait le premier rapport. Forcément, le monde a énormément changé sur les 18 derniers mois. Et on a essayé de comprendre comment est-ce que cette typologie d'investisseurs avait traversé ces années-là. Exactement. Et ce qu'on a constaté, c'est que l'investissement crossover a suivi les tendances de l'investissement tech. Donc, l'investissement tech a été contracté par 2 en 2023 par rapport à son pic de 2022. Donc, c'est à peu près 50-60 milliards d'euros qui ont été investis dans des sociétés technologiques. Et néanmoins, on est toujours sur des tendances de croissance si on fait un pas de recul par rapport à ces années records, puisqu'on est toujours en croissance par rapport à 2019, donc par rapport à les époques pré-Covid. Dans ce contexte-là, les investisseurs crossover ont continué de jouer un rôle actif. Donc, ils ont été présents dans à peu près 20% des transactions tech. Donc, c'est 11 milliards et quelques qui ont été investis dans ces tours de table par la présence des investisseurs crossover. C'est un peu moins que leur rôle prépondérant pendant le pic. Donc, c'était à peu près un tiers des transactions pendant le pic. Mais on ne revient pas à l'état antérieur, pré-2019. C'est ça. C'est ça qui est important. C'est que c'est des investisseurs qui continuent d'être actifs, qui ont un peu évolué leur manière, leur typologie de société préférée. Donc, ils sont toujours prépondérants sur le late stage, donc les tours de financement qui arrivent juste avant une introduction. On rentre le plus tard possible quand même, c'est ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que là, en 2023, ils ont commencé à rentrer un peu plus tôt. Donc, avant, c'était 10% des transactions qui étaient sur l'early stage, et maintenant, c'est plutôt un quart de leurs transactions qui se font en early stage. Ça, c'est aussi une tendance du marché où, dans ce contexte où les introductions en bourse se sont... Les sorties sont compliquées, donc on essaye de remonter le plus haut possible dans la chaîne de création de valeur. Exactement. D'accord. Pour avoir accès à des sociétés qui ont toujours beaucoup de potentiel, des valorisations qui sont un peu plus basses, et donc pour pouvoir bien gérer risque par rapport au rendement attendu.
Quel est l'intérêt de ces stratégies à la fois du côté des investisseurs et des entreprises qui sont accompagnées par ces investisseurs? C'est bien pour une entreprise qui a vécu avec des actionnaires dans l'univers non coté, toutes ces phases de développement, du venture, du début de l'aventure jusqu'à la porte des marchés cotés. C'est bien pour ces entreprises de garder des investisseurs, y compris quand elles sont dans le monde public, comme on dit, des marchés cotés ensuite, Alice. Et pour un investisseur aussi, je veux savoir ce que ça représente comme intérêt de se dire, je vais pouvoir les accompagner sur toutes les étapes de leur développement, y compris quand elles seront dans le grand bain des marchés boursiers. Les intérêts sont multiples, Grégoire, comme vous venez de le dire, pour les sociétés comme pour les investisseurs. Pour les sociétés, en fait, avoir de la visibilité sur leur cap table, avoir le temps long avec leurs investisseurs, ça c'est précieux, puisque en tant que dirigeant, la priorité numéro 1, c'est de faire croître une société et savoir que les investisseurs sont là et qu'on n'a pas besoin d'aller rechercher des capitaux en permanence, c'est quand même un confort oui. Qui permet de se concentrer sur les choses importantes. Par ailleurs, lors d'une introduction en bourse, le fait d'avoir un tour de table qui est déjà rempli par les investisseurs historiques, ça aussi c'est très précieux, puisque ça envoie un signal positif aux nouveaux investisseurs. Ça c'est vrai dans le non-coté comme dans le coté. Quand quelqu'un cherche à lever des fonds, le fait de dire que le tour est déjà pratiquement quasi souscrit par les investisseurs historiques, c'est un message très très fort. Donc ça, c'est des intérêts qui sont importants. Et par ailleurs, le fait d'avoir des investisseurs qui connaissent ce qui se passe quand les sociétés sont cotées ou non cotées, c'est aussi l'accès à beaucoup d'informations. Donc nous, en tant qu'investisseurs, notre spécialité chez Rebaïa, c'est le non-coté, mais c'est le non-coté avec une proximité très forte au marché coté. Et donc de pouvoir en permanence donner des infos de marché sur les concurrents de telle et telle société. Et forcément, les concurrents de nos sociétés sont principalement des sociétés qui sont cotées en bourse. Les tendances qu'on regarde, par exemple, de façon très active, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, on sait qu'une grande partie de ce segment de marché va être tirée en ce moment par les Magnificent Seven, qui sont des sociétés comme Nvidia, comme Apple, comme Alphabet, qui sont cotées en bourse. Et donc, être très proche de ces sociétés plus matures qui investissent énormément de capitaux, de pouvoir connaître leur stratégie d'acquisition, leur stratégie d'investissement, leur stratégie de développement et donner ces informations de marché aux sociétés non cotées, ça c'est précieux. C'est une expertise complémentaire, même indispensable, vous dites, au travail que vous faites avec des entreprises non cotées aujourd'hui. Exactement. En fait, forcément, les questions de développement, les questions de valorisation, on ne peut pas les séparer entre le non-coté et le coté. Il y a une continuité de la chaîne de financement et une continuité en termes de valorisation. Et donc, comprendre les questions que se posent les investisseurs des marchés cotés, c'est indispensable pour bien valoriser au juste prix les sociétés non cotées. Une grande différence, et c'est une remarque qui m'avait été faite par quelqu'un venant du non-coté, du monde du private equity, c'est que quand on est investi dans une entreprise, early stage ou au niveau VC, etc., souvent, on a beaucoup d'emprises, on est actionnaire généralement de référence, parfois majoritaire, ou en tout cas avec des parts importantes du capital, donc on pèse. On pèse aussi sur la stratégie, on l'a expliqué avec vous, il y a un échange, c'est pas juste l'aspect financier qui compte, mais c'est pouvoir être impliqué dans la conduite de la stratégie de l'entreprise à des moments où elle en a besoin. Quand l'entreprise est cotée, là, vous avez des millions, voire des dizaines de millions d'actionnaires en fonction de la taille du capital disponible sur les marchés. Et évidemment, vous n'avez plus du tout le même poids. C'est quand même deux manières d'être actionnaire très différentes. Bien sûr. On est tout à fait en ligne avec ça. Néanmoins, il y a certains éléments qui restent similaires. Le premier élément, c'est en tant qu'investisseur, comment est-ce qu'on se construit une conviction sur une société, sur un marché, sur son potentiel. Et donc ça, c'est le travail d'analyse fondamentale d'une société. Et que cette société, elle soit cotée ou non cotée, c'est un travail qui est très similaire. Alors bien sûr, quand la société va être cotée en bourse, on va avoir accès à moins d'informations privilégiée que quand la société ne l'est pas, puisque en tant qu'investisseur actif à valeur ajoutée, chez Rebaïa, on est présent dans la quasi-totalité des boards de nos sociétés. Donc ça nous donne beaucoup plus d'accès de l'intérieur, mais le travail externe, il reste très similaire. Et le fait de bien comprendre une société, ça nous permet, en tant qu'actionnaire, d'être pertinent pour l'accompagner. Alors,
Bien évidemment, on ne va pas avoir les mêmes droits de gouvernance quand la société est cotée par rapport à quand elle ne l'est pas. Néanmoins, le fait de pouvoir interagir avec les dirigeants des sociétés et de pouvoir les questionner, réfléchir ensemble aux bons choix pour l'avenir, ça, c'est quelque chose qui peut avoir lieu. C'est précieux. Ça a de la valeur. Ça a de la valeur et ça peut avoir lieu même quand la société est cotée en bourse. Même si c'est une manière d'interagir qui est différente, ça se repose sur un socle qui va être similaire, qui est comment est-ce que je construis une entreprise, comment est-ce que je construis la relation de qualité avec les dirigeants de cette entreprise pour les accompagner au mieux dans leur plan de développement, dans leur plan de croissance. Pour conclure, Alice, concrètement, aujourd'hui, à travers ces stratégies crossover ou ce logiciel crossover, est-ce que vous êtes investi sur des entreprises cotées ou est-ce que ce n'est pas le bon moment aujourd'hui pour vous de l'être ? Nous, notre positionnement, c'est investisseur de croissance, de sociétés technologiques avec des recherches de trajectoires ambitieuses et durables. Donc, parmi notre boîte à outils, la connexion avec les marchés cotés, c'est un des leviers qu'on peut actionner et qu'on utilise pour analyser le potentiel des sociétés et également pour créer de la valeur. Néanmoins, ce n'est pas du tout la seule trajectoire qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est faire les sorties qui sont les plus pertinentes à un moment donné. Comme vous venez de le dire, en ce moment, les introductions en bourse, ce n'est pas forcément ce qui est le plus attractif pour notre secteur. Je comprends. Par exemple, on voit que les rachats par les fonds de private equity sont beaucoup plus attractifs en ce moment. C'était à peu près un quart des sorties des sociétés. Il y a d'autres options aujourd'hui qui prévalent. Voilà. Et donc, ce qui est important pour nous, c'est d'être agile et de s'adapter au mieux au contexte de la société et au contexte de marché. Donc, en ce moment, ce n'est pas ce qui est le plus important, mais c'est néanmoins nécessaire d'être toujours très connecté. Parce que voilà, c'est pas parce qu'on prépare pas une introduction en bourse qu'il ne faut pas savoir ce qui se passe. Qu'il faut lâcher cette partie-là de l'univers d'investissement et du marché. Oui. Merci beaucoup, Alice. Merci d'être venue nous éclairer sur ces stratégies crossover, cette rencontre entre deux mondes, parfois compliqué, le non-coté et le coté. Mais voilà, il y en a qui sont à la frontière de ces deux mondes. Alice Albizati, associée et cofondatrice de Revaya, avec nous, invitée de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse.